moment qui forment d'énormes... le facility management, tous les buildings de bureaux, par exemple, on dépense un argent fou à entretenir les espaces verts, les ampoules, les plomberies, etc., les ascenseurs. Donc tout ça, quand vous êtes un groupe global et comme Sodexo et que vous allez vous présenter à Procter & Gamble, par exemple, à Cincinnati, et que vous lui dites que sur l'entretien de ces bâtiments, il peut économiser 20 millions de dollars, il est intéressé. Donc voilà. Et autre segment, par exemple, Sodexo est en train de développer par son PNL, c'est l'assistance à domicile des personnes âgées. Là aussi, c'est un énorme marché considérable. Donc voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, les PI de nos sociétés n'ont pas du tout reflété cette longévité. Et je voudrais juste vous donner un exemple pour que les gens comprennent. Comment une longueur de PI, une longueur de croissance devrait générer une hausse de PI énorme. Il y avait Warren Buffett qui avait donné l'exemple de Coca-Cola qui avait eu 65 ans de croissance à 14,5% par an. Donc c'était en interne amusé à faire un petit calcul pour savoir à combien, à l'époque de la cotation, aurait dû valoir une société comme Coca-Cola compte tenu de sa longévité de croissance. Et suivant que vous preniez 80% ou 100% du cash flow réinvesti, vous étiez à des valeurs entre 2300 et 5000 fois les bénéfices. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des sous-évaluations massives pour autant qu'on a des durations longues de croissance. Or donc, s'agit-il de bien identifier ces valeurs avec ces horizons rallongés de croissance? Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des éléments objectifs pour, en analysant les sociétés vraiment en détail pour le penser. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura pas que des Coca-Cola dans les portefeuilles et que si on a une croissance de 5 à 10 ans dans 3 cas sur 5, ce sera déjà énorme. Oui. Bien, c'est agréable de voir qu'il reste des opportunités. À contrario, quels sont les risques principaux que vous avez identifiés sur ce marché? Quel impact sur vos portefeuilles? Quel segment de marché? Quel secteur évitez-vous, monsieur Van de Ver? Pour nous, à court terme, le plus grand risque, c'est ce qui se passe en Europe avec tous les sovereigns. En fait, c'est une décision politique à la fin. Et donc, on sait tous que ce n'est pas toujours les hommes les plus rationnels au monde. Donc, je pense que tout le monde sait qu'il y a des problèmes, il n'y a personne qui presse qu'il peut vraiment avoir un désastre dans le marché. Et donc, ça, pour nous, c'est le plus grand risque. Donc, c'est difficile à implémenter dans les portefeuilles. Le secteur bancaire, évidemment, il souffre de ça. Mais s'il y a vraiment un désastre en Europe, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs cycliques et même des secteurs non cycliques qui vont être impactés, ce qui n'est pas pour l'instant dans le cours. Uh-huh. Et donc, ce qui est difficile à refléter dans le cours aussi. Mais pour nous, ça, c'est le truc qui nous paraît le plus grand risque. Et à terme, il y a évidemment un problème aux États-Unis aussi, donc la croissance économique là-bas sera beaucoup moins forte à cause des problèmes bilantaires. D'accord. Et donc concrètement, j'imagine pas de oui. financière, en tout cas sous-pondérée financière, contrairement à M. Bouvigny, et d'autres secteurs où vous préférez rester à l'écart? Mais la valeur cyclique, on a un peu plus, on est moins chaud dessus parce que on pense que ça, c'est pas pressé là-dedans. D'accord. Monsieur Dobler? Allô, oui. Si vous voulez, chroniquement, nous, on est absent des secteurs qu'on trouve imprévisibles parce que trop liés à la macroéconomie. C'est le cas des cycliques lourdes, les matières premières. C'est le cas aussi des financières parce que j'ai jamais réussi à comprendre le niveau de risque qui est pris dans un bilan bancaire parce qu'il y a aussi pas mal d'éléments hors bilan. Donc, par contre, pour ce qui concerne le portefeuille que je gère pour un certain nombre d'entre maisons présentes ici, nous, ces titres par titre vont-elles réussir à continuer à croître à 2 chiffres plus inflation, avec des croissances drivées, poussées essentiellement par la croissance interne du chiffre d'affaires, ou est-ce que tout d'un coup on va se retrouver avec une conjoncture mondiale tellement difficile qu'on aura un ralentissement beaucoup plus élevé que prévu? Et voilà, donc on joue beaucoup. Aujourd'hui, ces thèmes ces grands méga trends qu'on joue là chez Comgest et qui poussent nos chiffres d'affaires dépendent évidemment de la conjoncture globale. C'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a remis comme
comme argent et incitation dans l'économie mondiale, de voir une économie comme les États-Unis qui ne croissent pas plus vite et qui ne créent pas plus d'emplois à ce stade du cycle, peut inquiéter. Voilà, donc on regarde tout ça de près, mais encore une fois, on regarde ça à travers les yeux des sociétés qu'on a en portefeuille. D'accord. Oui, donc structurellement absent des financières pour manque de visibilité, de transparence, absent des cycliques lourdes, comme vous le disiez. Alors vous parliez donc des horizons d'investissement qui se rallongeaient pour certaines sociétés, notamment celles qui sont exposées à la Chine. La Chine, on le dit aussi, tire les matières premières. On voit la flambée des matières premières. Alors une question qu'on serait tenté de se poser, c'est est-ce que ces matières premières sont-elles toujours cycliques et donc à ce titre doivent-elles toujours être exclues de vos portefeuilles ? C'est une question très importante qu'on se pose évidemment comme tout le monde. C'est vrai qu'on a, d'expérience, on a vu plusieurs fois l'idée qu'on arrivait à la fin du cycle et qu'on était dans l'après, etc. Je crois qu'il y a, par être humain, 1 trilliard de matière dans la Terre, de tonnes, 1 trilliard de tonnes par être humain encore aujourd'hui dans la Terre. Donc je pense que je ne suis pas sûr qu'on en manque toujours et qu'on manque encore beaucoup de ces éléments, même si on foisonne sur la Terre. Donc il y a eu des aires géologiques énormes et chaque fois qu'on cherche du pétrole, on en trouve encore. Je pense qu'il y a beaucoup personnellement, à titre personnel, parce qu'on n'a pas d'avis vraiment avisé sur la question, je pense que si vous voulez l'arrivée de la financiarisation dans les matières premières, évidemment, a créé une nouvelle demande qui a fait monter d'un échelon un certain nombre de choses. Donc, et quand ça se répercutera à la baisse, ça risque de faire des surprises. Très bien, donc pour vous, c'est toujours clairement cyclique, même si le cycle est peut-être plus long que par le passé. Monsieur Bouvigny, les principaux risques que vous avez identifiés au sein de votre gestion ? Bien, comme je le disais en introduction, en fait, le problème dans la bourse, c'est pas les risques, il y en a toujours. C'est ceux qui ne sont pas rémunérés et donc qu'on n'a pas vraiment identifiés. Et pour moi, paradoxalement, le risque le moins rémunéré aujourd'hui, c'est le risque émergent. Nous avons dans les pays émergents aujourd'hui une situation délicate. Soit on n'arrive pas à réduire la croissance et il faudra utiliser de façon beaucoup plus massive l'arme des taux avec au passage une nouvelle envolée des matières premières, ce qui serait absolument détestable pour l'ensemble des zones géographiques. Et il faut impérativement ralentir ces économies, car vous pourrez lire dans le Wall Street de ce matin qu'une économie qui carbure à la vitesse où carbure la Chine depuis 10 ans conduit à nécessairement, quand c'est fait par les hommes, des spéculations et des bulles. L'immobilier à Benjin a été multiplié par 2,5 depuis 2006 et représente 56 années du revenu moyen des habitants. Clairement, soit ça va trop vite, ça continue et ça se terminera mal, comme ça s'est mal terminé dans les pays développés à chaque fois qu'il y avait des cycles de croissance longs et prononcés. L'Inde est en déficit jumeau, 7% de déficit commercial, 5% de déficit budgétaire. Même l'Espagne ne faisait pas ça quand elle était en croissance. Qu'est-ce qui se passera quand on a des déficits jumeaux et que la croissance est moins forte ? La valorisation de ces marchés est chère, contrairement à ce que tout le monde raconte. J'entendais comme geste sur les émergents me dire qu'effectivement les valeurs de croissance liées à la croissance domestique étaient chères, donc j'étais un peu rassuré de l'analyse que j'avais pu faire, mais 2,3 fois la bourse, c'est plus cher que les États-Unis. Et qu'elle veut dire le PE à 14 fois, derrière lequel on se rassure, lorsque normalement ces pays-là devraient avoir des taux d'intérêt plus en liaison avec les Brésiliens, c'est-à-dire à 12%, plutôt que ceux des Allemands à 3%. Donc si on avait des taux à 12 dans une politique monétaire normale, il serait normal d'avoir des PE à 7, 8 et non pas à 18 ou 20 comme en Inde, voire même à 13 ou 14 comme en Chine. Donc il n'y a pas de prime de risque nécessairement. Et donc il faut un ralentissement, mais un ralentissement mesuré, c'est possible, ça on peut le souhaiter. Mais c'est vrai que la stabilisation relative du marché émergent par rapport au marché de la zone euro, sur 12 mois, il valait mieux être sur l'Eurostoxx que sur l'Emerging Market Morgan Stanley, dans une même devise. Et le début de la prise en compte des risques attachés à ces zones-là.
Et donc par ricochet, pour les valeurs